Fabien, Nicolas, bonjour. On réalise cette interview pour le site qui s'appelle smartcast.ninja. Déjà, j'aimerais que vous présentiez Vitality. Qu'est-ce que c'est? Alors, Vitality, c'est une équipe e-sport qui s'est fondée en août 2013 autour de 4 joueurs Call of Duty, donc Broken, Gotaga, Azox, Agony. Et on a côtoyé diverses équipes, divers top teams, et on n'était pas vraiment satisfait du fonctionnement, de comment en fait l'équipe gérait le roster. Et on s'est dit pourquoi pas lancer une petite équipe entre nous au départ pour peut-être essayer de voir plus grand par la suite. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée dans un premier temps avec les joueurs. Puis Nicolas est arrivé ensuite. Je pense que tu pourras en parler. C'est une petite bande de potes, on va dire à la base. Mais derrière, c'est une entreprise. J'ai rencontré Fabien justement début 2013, si je dis pas de bêtises. On était amenés à travailler ensemble parce qu'on est tous les deux monteurs vidéo de formation. Et voilà, moi je suivais le jeu vidéo et l'e-sport, mais je connaissais pas vraiment l'ampleur du phénomène. Et Fabien a commencé à m'en parler, ce qu'il faisait en fait à côté du boulot, puisque finalement c'était vraiment ce qui occupait sa vie, et ce qui occupe toujours sa vie. C'était pas son boulot du jour, mais c'était vraiment tout ce qu'il y a derrière, et ce qui sont ses équipes, etc. Et il m'a invité à une LAN, à venir voir comment ça se passait, etc. Et là j'ai halluciné honnêtement parce que voilà, je me rendais compte qu'en fait c'était une rockstar, alors que c'était au boulot, c'était mon assistant, voilà, un petit mec, bon, jeune, etc. Et en fait, il le voit dans le milieu LAN et tout le monde va le voir, Néo, une photo, etc. Et c'était ça x 10 pour Gotaga et Broken. Et bon, moi je trouvais ça incroyable et fascinant, quoi. Et donc je commençais vraiment à m'intéresser de plus en plus. Et en fait, je me rendais compte que Fabien, qui faisait ça par pure passion et qui donnait toute son énergie et tout son temps là-dedans, Et mon argent. et Parce il que investissait aussi son argent là-dedans. Bah voilà, je me suis dit, et je lui ai dit, honnêtement, il y a moyen de structurer ça et qu'au moins t'en fasses un business. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas devenir riche, mais au moins pouvoir vivre de ce que tu fais et essayer de t'en sortir et de te consacrer vraiment à ça, quoi. Et il y a certainement quelque chose à monter là-dedans. Et voilà, on a commencé à en parler ensemble, à avoir des idées de ce qu'on voulait faire et à s'associer, à monter alors Red Wing, qui est la société qui possède Vitality, en fait. Combien de personnes travaillent pour l'entreprise? Alors, aujourd'hui, on va pouvoir commencer enfin à se salarier. Donc après 2 ans et demi, c'est du moins là ce qui arrive dans les mois à venir. C'est vraiment un pas important. Donc ça, on va être les premiers salariés. Mais derrière, il y a énormément de personnes qui travaillent sous divers statuts pour Vitality, pour et avec Vitality, que ce soit par exemple pour le site internet, donc la rédaction, le community management, évidemment tous les joueurs qu'on a sous contrat, mais ça c'est du bon sens. Donc en tout, de personnes qui vont être associées à Vitality et à Red Wing, ou 30 à 40, je dirais, ouais, ouais, c'est selon ça, aussi les moments, puisque selon les périodes, on va pouvoir avoir besoin de faire appel à plus de, je sais pas, de graphistes ou de choses comme ça. Donc, mais voilà où on en est aujourd'hui, quoi. On a senti quelque chose quand Vitality est arrivé, c'est que très vite, ça se tourne, c'est pas seulement un club, c'est une marque, et qui se détache justement des autres clubs. Très vite, vous avez réussi à faire ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez compris qu'il fallait se détacher justement des autres? Est-ce que parce qu'on sent un logo travaillé, on sent voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se détache chez Vitality. travailler, je sais pas. Honnêtement, moi ça m'amuse d'entendre ça parce que c'est vrai que on a juste eu la volonté de faire notre travail en fait Ouais, et de de le faire faire bien. et de bien faire les choses en fait. Et c'est pour ça que moi j'adore quand on me dise que la marque est forte etc parce que c'est un super compliment. Mais en fait au final on a simplement appliqué ce qu'on a l'expérience qu'on a engrangée en fait dans le milieu voilà, de la post-production, des productions cinématographiques, audiovisuelles, etc., où c'est quand même carré, où c'est quand même une qualité, une charte, etc. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé à cadrer en fait ce qu'on voulait faire en termes de communication, en termes d'image. Alors qu'au tout départ, Voilà, des fois, tu as du bricolage c'est dans du bricolage, de l'arrière-cuisine, chez bricolage, mais mais le produit fini avait une bonne tête, voilà. etc. Et c'est ça que les gens retiennent, donc c'est l'important, quoi. C'est vraiment une volonté de notre part, c'est qu'on ne fait pas quelque chose si on ne peut pas Le le faire bien. pousser à son paroxysme, quoi. On va pas aller sur une scène si on n'est pas capable de jouer Le les premier rôle. premiers rôles, si on n'est pas capable justement d'avoir l'encadrement suffisant pour accompagner les joueurs. Parce que c'est important de les fédérer autour d'un club, d'un amour d'un club. Et je pense que pendant trop longtemps en e-sport, on n'avait pas cet amour des structures et c'est quelque chose que moi qui me tient à cœur. J'aimerais que voilà, tous mes joueurs ont cette vision-là du club et c'est ce que j'essaie de transmettre dans mon management, dans l'encadrement que je leur donne, c'est allez-y les mecs et on vous le rendra.
Vitality, c'est un club qui est né, vous l'avez dit tout à l'heure, en 2013, qui a eu donc la chance de pouvoir bénéficier du streaming, de YouTube en plein essor. Est-ce que, en plus vous avez Gotaga qui avait une énorme communauté, est-ce que ça sert, on se sert de ça pour appuyer sur une stratégie, pour avoir des premières finances sur un club? Comment ça marche? Parce que à l'ancienne, pour les clubs, e-sport, bah, justement, le seul apport qu'on pouvait avoir, c'était d'aller chercher un sponsor. Et Vitality a eu la chance de pouvoir bénéficier d'autres sources de revenus. Est-ce que ça sert vraiment? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça pour démarrer? Ah oui, on a eu même deux chances inouïes. C'est d'une part que Fabien, en tant que manager, était très respecté, etc. Il avait donc des joueurs d'excellence avec lui, et notamment Gotaga, qui voilà, est une locomotive énorme, puisque c'est le seul qui a cette double casquette, quasiment un des seuls en tout cas, à être à la fois joueur professionnel hyper compétitif au plus haut niveau, et gros youtubeur, donc avec une super communauté. Donc ça, c'est une première locomotive, évidemment. Quand tu as Gotaga avec toi, tu démarres 100 fois plus vite que d'autres. On peut que le remercier pour ça. Ah oui, Ça, c'est une chance incroyable. le vrai visionnaire dans l'e-sport console, c'est lui. C'est celui qui a marqué l'e-sport console de son empreinte et qui le marquera à jamais, c'est Gotaga. Et la deuxième, c'était d'arriver exactement au bon moment. Et en fait, c'est aussi ça qui a fait qu'on a pu se lancer, parce que quand on a commencé à parler ensemble de cette entreprise qu'on pourrait faire, quel était le business model finalement? Et là, en fait, on avait la chance énorme d'être à l'apogée, on va dire, du stream, à une période où, bon, je crois qu'on peut le dire et pas s'en cacher, certaines marques, certaines marques de stream, bon, nous on travaille avec Dailymotion, donc pour les nommer, ils investissaient beaucoup d'argent dans cet écosystème-là du streaming, notamment Dailymotion, parce qu'ils étaient un peu battus évidemment par YouTube sur la VOD, donc ils ont vu ce créneau du stream, jeux vidéo, e-sport, etc. Ils ont mis le paquet, entre guillemets. Peut-être même, mais c'est même certain, ils ont mis trop par rapport au retour financier qu'il y a eu derrière, ils se sont un peu plantés là-dessus. Mais nous, on en a profité, et comme d'autres, beaucoup d'acteurs de la scène en ont profité à ce moment-là. Donc nous, pour démarrer, on avait Gotaga, on avait un projet streaming à aller vendre à Dailymotion. On allait leur dire, voilà, on va créer cette équipe avec ces joueurs-là, on va streamer H24, donc on va faire des vues, les gars, on va se bouger, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et tout de suite, ils étaient emballés, évidemment. Et donc, voilà, au début, notre business model était quasiment axé que sur le stream. Et je trouve qu'on est très ingrat aujourd'hui, la communauté française, vis-à-vis de Dailymotion, Ouais. parce que Dailymotion, ça nous a permis, sur les web TV, sur beaucoup d'équipes, etc., de financer énormément. Ils ont toujours développé l'e-sport, que ce soit avec des organisateurs, etc. Ils y ont toujours cru, ils sont toujours investis aujourd'hui. Et malheureusement, ils ont vécu des rachats, des très lourds rachats, des modifications internes, etc. Donc ça n'a pas été super évident pour eux, mais ils ont jamais tourné le dos à l'e-sport, tourné le dos à la communauté gaming. Et je trouve que voilà, aujourd'hui, on est un petit peu ingrat vis-à-vis d'eux, parce que c'est pareil, c'est à une époque, on était tous dépendants de Dailymotion, et Dailymotion nous l'a apporté x100, x150, quoi. On sait que le sport électronique est très dépendant du sponsoring dans sa globalité. Le streaming aide à pousser un petit peu. On commence à avoir quelques produits dérivés. Vitality s'est mis assez rapidement dessus en essayant de designer des vêtements, des pulls, des t-shirts, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est significatif? Voilà, quel est un peu le business model aujourd'hui pour pouvoir être stable? Pour simplement, dans l'idée, voilà, on s'est rendu compte que le stream, c'était pas l'avenir, en tout cas pour nous. Ça pouvait faire un certain pourcentage d'un chiffre d'affaires ou à la marge faire de l'argent, mais pas du tout le cœur du business. Aujourd'hui, nous, le but, c'est de développer notre marque et de s'associer à des partenaires avec qui on va partager la même façon de voir les choses, les mêmes valeurs, etc., et de les mettre en avant. Donc vraiment, pour nous, maintenant, le cœur du business model, c'est le partenariat, etc., et de développer le merchandising, effectivement. Et bon, t'en parlais, mais en vrai, on a été assez nuls là-dessus, pour être très honnête. Très mauvais. Et ça, c'est un peu la conséquence du fait qu'on a beaucoup travaillé, on va dire, un peu en autarcie. On n'est que tous les deux, mine de rien. Et quand tu as 10 000 choses à faire, tu dois en privilégier certaines. Et le merchandising, c'est quelque chose sur lequel on a été. On peut faire un autre mea culpa, on était assez nuls. Ah, ça a été laborieux. Ah, On peut en rigoler non, maintenant. ouais, mais- on peut en rigoler, mais le merchandising, ça a vraiment été quelque chose qu'il faut qu'on exploite davantage, mais c'est là où nous on insiste et qu'on va essayer justement de faire quelque chose, c'est qu'il faut qu'on essaie de faire entrer dans le milieu de l'e-sport un équipementier, une marque qui puisse justement nous aider là-dedans, parce que c'est un métier à part entière, parce que aujourd'hui il faudrait qu'on ait quelqu'un qui ait ce savoir-faire-là, qui ait le temps de démarcher, qui ait le temps de faire des stocks, de gérer une boutique en ligne ou autre. Et donc c'est vrai que sincèrement, voilà, comme je dis, on l'a fait une fois parce qu'il y avait beaucoup de demandes, mais quand on a vu qu'on était largué,
On joue pas avec le feu, généralement on a dit ça, on va attendre un petit peu, quoi. Mais c'est vraiment un axe qu'on Mais sous-exploite, quoi. Vraiment, le ouais, merchandising, c'est on vraiment... sait que c'est quelque chose qu'on veut Et puis ça développer. fait plaisir aux fans surtout. C'est dans les cartons C'est maintenant, on vrai, va dire. c'est vrai. Donc du coup, quels sont un peu les prochains axes de développement? Il y a donc le merchandising, est-ce qu'il y en a d'autres à venir? En fait, ça va d'abord être l'axe de développement de la marque. Qu'est-ce qu'on veut faire avec Team Vitality? C'est, à notre sens, essayer de devenir une grosse structure multigaming européenne. Aujourd'hui, on est très franco-français. Ça commence à changer avec League of Legends. Mais historiquement, on reste une équipe Call of Duty, la communauté console française. Donc on est un peu dans ce carcan-là. Voilà, aujourd'hui on s'étend évidemment, on commence à intéresser des gens de toute l'Europe. On est suivi au LCS, etc. Donc les gens commencent à entendre parler de nous. Mais ça, c'est vraiment le gros axe de développement, c'est communiquer en anglais, communiquer en Europe et se faire connaître. Et derrière, ça va nous aider dans notre développement économique, puisque plus on a de visibilité globale, etc., plus on pourra négocier des choses derrière. De ce que j'entends, ça veut dire qu'aujourd'hui, Vitality est pas encore assez connu? C'est pas, ça dépend les pays en fait. Ça dépend les pays et ça dépend les scènes en fait. Sur console, on est incontournable parce que justement, on a vraiment axé notre communauté là-dedans. En Angleterre, on fait partie des... On est extrêmement reconnu sur la partie console. Mais c'est vrai que sur la partie PC, on s'est fait un nom parce qu'on a été une curiosité à un moment donné. Du coup, on a été un peu une attraction et on a été aussi un des bons clients des médias fut un temps. Et c'est toujours un peu le cas. Hein. C'est le cas, ouais. Mais et du coup, c'est vrai que voilà, on a cette reconnaissance souvent des joueurs pros, par exemple français, sur CS, sur League of Legends, etc., voilà, c'est un petit milieu, donc on est amené à se rencontrer, etc. Et c'est vrai que voilà, ils entendent parler de nous, mais je pense que typiquement aux États-Unis ou autre, Ça, c'est encore. ouais, c'est autre chose. Mais je C'est pense la suite, ouais. je pense que voilà, c'est genre on est encore assez méconnus et en Europe, on a tout un marché à aller conquérir et séduire parce que je pense oui aujourd'hui il n'y a pas de honte à dire que en Europe on est peut-être une équipe incontournable sur console mais on doit faire nos preuves sur PC mais ça on l'accepte volontiers. Et puis c'est le but du jeu et de ce qui va venir dans les années à venir. On a tout à faire sur PC. Un marché à conquérir sur PC. Justement, ça a été l'annonce de ce début d'année. Vitality débarque sur League of Legends et pas de n'importe quelle manière parce que c'est directement dans l'élite. En LCS, on savait que ça faisait un bout de temps que vous recherchiez peut-être une possibilité d'entrer en LCS. Comment ça se concrétise? Comment on est le projet? Je pense qu'à la base, on avait la volonté déjà depuis longtemps de bénéficier de cet effet d'annonce sur la scène PC. C'est-à-dire qu'on savait qu'on voulait aller sur PC, mais et du coup on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse attention et il faut vraiment qu'on ait un projet solide. Donc on a beaucoup sondé et reçu énormément de propositions d'équipes challenger ou avec un potentiel challenger. Il y en a eu énormément. Parce que comme disait Fabien, notamment en France, on a vraiment une réputation très positive parce que les joueurs se parlent, etc. Et ça d'ailleurs, c'est une grande fierté, c'est de se dire que nos joueurs vont plutôt faire notre pub en disant on est bien chez Vitality, ils s'occupent bien de nous, ils nous mettent dans de bonnes conditions. Et on a eu pas mal de propositions. Nous, on voudrait jouer sur le tag Vitality, voilà, on va jouer en challenger, on vise la montée en LCS, etc. Et à chaque fois, en regardant le projet de près, on disait non, ça va pas atteindre les LCS, ou ça c'est trop compliqué, ou ça va se casser la gueule, ou en tout cas on n'y croyait pas suffisamment. Et voilà, nous encore une fois, on n'avait pas envie d'arriver sur League of Legends pour être en challenger ou être 9ème des LCS et perdre toutes les semaines. C'est pas notre culture, on a envie de gagner, on est un club sportif, hein, donc le but c'est d'être là pour gagner. Donc on s'est dit tant pis, on va dire non, on attend la bonne opportunité. Et voilà, c'est ce qui est arrivé en fin d'année dernière, quoi. Je suis les LCS comme un amateur d'e-sport et un amoureux d'e-sport. Et c'est vrai que voilà, l'année dernière, Gambit avait ce top laner français qui est vraiment très impressionnant. Et en milieu de saison, en fait, ils ont recruté un de mes amis qui s'appelle Shons et qui est devenu le head coach en fait, de l'équipe. Donc j'avais 2 raisons, entre guillemets, vraiment d'aimer Gambit sur la saison 5. Et voilà, c'est juste qu'à force au fil de discussion, je me suis rapproché un peu plus de leur équipe, sans aucune volonté, c'est-à-dire j'avais aucune idée en tête, c'est juste que ça me faisait plaisir de côtoyer, de voir comment ça se fonctionnait aussi sur LoL, parce qu'il y a plein de choses qui sont poussées à leur paroxysme et qui sont très professionnelles sur LoL, que j'aimerais amener sur Call of Duty en termes d'organisation, de structuration, etc. Donc du coup, moi, c'était vraiment par curiosité dans un premier temps que je me suis rapproché de la structure Gambit, de l'encadrement, etc. Et au fil des discussions avec le staff, j'ai appris qu'ils avaient des problèmes
à renouveler certains sponsoring et que potentiellement ils allaient avoir du mal à conserver leurs meilleurs joueurs à l'issue du split parce qu'ils arrivaient tous en fin de contrat. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé l'idée de pouvoir racheter potentiellement leurs spots pour récupérer l'équipe et justement essayer de faire une équipe qui nous ressemble sans forcément prendre toute l'âme Gambit, parce que nous, c'était pas le but, c'était pas de détruire Gambit ou de faire quelque chose qui était similaire à eux, mais vraiment d'arriver avec l'identité Vitality, l'âme Vitality et d'en faire quelque chose. Et c'est là où justement avec le staff Gambit, on a eu des premières discussions, premiers rapports qui ont laissé place justement à une possibilité de rachat. Et on a eu beaucoup de chance ils avaient du respect pour nous, pour ce qu'on savait faire, ce qu'on pouvait apporter. Et eux, ils ont compris tout de suite que c'était aussi dans leur intérêt de se mettre un petit peu à l'écart pour revenir plus fort potentiellement plus tard, mieux structuré, avec plus de finances, etc. Et donc du coup, tout de suite, les discussions, elles ont été exclusives quasiment, parce qu'ils avaient vraiment confiance dans notre capacité à bien traiter les joueurs et à faire quelque chose de positif avec leur spot. Et c'est là que on a eu cette possibilité. Et quand tu as une sorte d'opportunité comme ça, je pense qu'il ne faut pas réfléchir une seule seconde. Et alors, on a une ouverture qui se déclenche. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur? C'est que d'abord, est-ce qu'on ficelle un projet sportif pour convaincre des joueurs de venir, ou est-ce que c'est parce qu'on sait que le ticket d'entrée en LCS c'est très cher, c'est d'abord d'avoir un projet financier pour être capable de le racheter. Comment ça se ficelle tout C'est ça? tout à la fois. Tu dors plus. D'un côté, tu te dis, bon, effectivement, il faut que j'ai un projet sportif crédible. Donc tu commences à aller sonder qu'est-ce qui se passe, qui est dispo, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais tout ça se fait que si tu as ton spot. Donc tu vas sonner à toutes les portes, tu vas appeler tes partenaires. Bon, les gars, voilà, j'ai ce projet-là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, etc. Tu te démerdes pour trouver de l'argent, hein, entre guillemets, et c'est ce qu'on a fait. Mais en fait, l'idée globale, c'était de se dire, on va all-in, quoi. C'est-à-dire, on sait que ça peut être peut-être une année qui va être financièrement difficile, mais on sent que c'est le bon moment. On se dit, si on attend 1 an, 2 ans, dans les années à venir, ça va être des gros groupes qui vont racheter, ça va être des mastodontes qui vont arriver. On le voit dans LCS, NS, c'est genre 1,2 million, bientôt 1,5 million les spots. Ça va être des grosses marques, des grosses corporations qui vont arriver là. On n'aura plus notre chance de rentrer. Et rentrer sportivement en LCS, c'était déjà compliqué. Là, avec le changement de règles qu'il y a eu au début de cette saison, c'est beaucoup plus compliqué encore. Ça, on pourra en reparler, mais Riot, ils ont vraiment un modèle où ils veulent préserver les business et les intérêts des gens qui investissent là-dedans. Donc, ils rendent la montée et la descente beaucoup plus compliquées encore. Mais possible. C'est ça la beauté toujours du possible, sport ce qui aussi, reste, c'est pas une ligue fermée, c'est pas la NBA, mais ça devient de plus en plus complexe. Donc, on est bien content d'y être maintenant. Donc, on se dit, on met toutes nos billes sur la table. Et on va se démerder. En gros, c'est vraiment ça. Hein. La peur qu'on a eue au début, maintenant, elle est complètement évacuée parce que maintenant, l'équipe est lancée, elle performe bien. Le business est pérenne. Par contre, on n'est pas pressé. Évidemment, le but, c'est de faire le mieux possible. Mais maintenant, le but, c'est d'être là pour longtemps. Les ligues comme les LCS et d'autres, c'est là pour durer. Riot, ils mettent le paquet. Les chiffres continuent à augmenter, etc. Après, on ne sait pas ce qu'il adviendra dans 4-5 ans, mais en attendant, c'est là pour grandir. Et nous, on en fait partie, quoi. Et ça, c'était vraiment le but. Et on est très content de l'avoir fait. Il y a beaucoup de fantasmes sur le prix du ticket d'entrée, justement, en LCS. On parle de 800 000 $, 1 million de dollars. Est-ce que vous pouvez justement peut-être nous dire l'information, ou si on est dans l'ordre d'idée? On peut pas la dire déjà parce que c'est dans le contrat avec Gambit, donc ça nous arrange bien. Non, mais voilà, de toute façon, c'est vraiment un aspect business. Mais pour résumer, c'est de l'offre et la demande, discussion de gré à gré entre les parties. Et aujourd'hui, on évoque ces chiffres-là et c'est assez réaliste. Voilà. Je ne vais pas donner trop de détails, mais c'est dans le bon ordre de grandeur les chiffres qu'on entend, quoi. C'est une somme, du coup ça demande d'engager des partenaires. On sait que fin 2015, on a eu SteelSeries qui s'est séparé de Fnatic. Du coup ça doit dégager forcément des budgets pour l'équipementier pour aller sponsoriser une autre équipe. Est-ce que ça a vraiment joué? Est-ce que SteelSeries a été un vrai soutien pour vous ou a fait un ticket d'entrée? Est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui ont construit le projet, aidé à construire le projet? La chance de Vitality aujourd'hui, c'est que on s'est appuyé justement sur un joueur phare qui est Gotaga, qui nous a vraiment aidé sur la médiatisation. Et on a eu la chance aussi de travailler en bonne intelligence aussi avec des sponsors qui font partie de notre ADN. Très tôt, on a signé Red Bull, qui est aussi un partenaire exceptionnel.
c'est peut-être un des meilleurs sponsors que j'aurai jamais et avec lequel je travaille, parce que ils sont dans la volonté de vouloir aider l'équipe, de, de nous faire grandir, de raconter de belles histoires. On a fait plein de choses avec eux, des en plein cœur, des choses qui ont une vraie valeur sentimentale pour nous. Red Bull et SteelSeries ont été des partenaires clés pour cette équipe League of Legends. De là à dire que voilà, ils ont couvert tous les frais, non, c'est faux, parce qu'on n'est pas sur des budgets à la Fnatic, et encore, on n'a pas cette prétention-là. Et c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal, parce que ça a été quoi, c'est toujours la plus grosse organisation mondiale, c'est un mastodonte, c'est une machine de guerre, Fnatic. Et donc c'est forcément, les budgets sont clairement différents. Mais SteelSeries a tout de suite aimer ce qu'on représentait, ce qu'on véhiculait, et nous en donner une chance aussi en disant voilà, cette année on aura peut-être un peu plus pour vous aider, on croit à fond dans votre projet, on croit à fond à vos capacités de faire quelque chose sur la scène PC. Aujourd'hui, ces partenaires, ça a été des partenaires charnières, parce que grâce à eux, ça a rendu un peu plus concret notre volonté d'aller d'expansion, notre volonté d'aller sur League of Legends, et voilà, aujourd'hui on doit énormément à ces 4 personnes qui sont Gotaga, Dailymotion, Red Bull et SteelSeries, parce que on est dans un rapport de confiance. C'est un cercle vertueux entre nous, et que tous les efforts qu'on fait pour l'un, l'autre nous le rendra à un moment donné, et on adore bosser avec eux parce que ça nous correspond vraiment aussi. Est-ce que le nom de Jonathan Pan vous dit quelque chose? C'est le manager d'une équipe Challenger aux États-Unis. Récemment, il a décidé de carrément publier les salaires des joueurs en disant que ce serait un nouveau pas pour le sport électronique, que ça permet de mettre plus de transparence, que c'est bénéfique. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous reconnaître, que vous partagez, vous ne partagez pas? Alors, c'est sur le modèle de ce qui va se faire en NBA par exemple, ou dans les grandes ligues américaines, les salaires sont publics. Moi, je trouve ça extrêmement sain. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Simplement, aujourd'hui, c'est un univers concurrentiel. Tant que ça ne va pas être imposé, par exemple, par Riot ou un autre éditeur dans le cadre de son jeu, aucune équipe voudra le faire, sauf à se faire un coup de com', en l'occurrence, parce que c'est quand même plutôt ça. Mais si moi, on va révéler nos salaires à Vitality, c'est du business. On donne des infos à la concurrence gratuitement. On se tire une balle dans le pied. J'ai pas envie de faire ça. Mais est-ce que je le souhaite si c'est demandé au plus haut niveau? Je trouve ça sain. Oui, je pense que comme en sport, avoir des salaires publics, que tout le monde soit au courant de ce que ça génère, de quelle est la hauteur du business, etc., ça me pose aucun problème à titre de manager là-dessus. En tout cas, aucun souci. De toute manière, ça fait partie Mais ça arrivera. Ouais. Il faut attendre que ça Ouais. vienne à Riot. À mon sens, mais parce que sinon tu forces des équipes à se mettre un désavantage compétitif. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un désavantage compétitif. De toute manière, une relation avec des joueurs ou des équipes en transparence est toujours bénéfique aussi à l'encadrement, au management, à plein de choses. Je pense que tout ce qui rapproche l'e-sport du sport, dans plein de domaines, et notamment voilà, dans la question, par exemple, des salaires, mais aussi des mercatos, donc des périodes de transfert, les durées des contrats, les règles, les prêts, etc. Tout ça, il faut s'en inspirer dans les bons côtés. Et voilà, et notamment donc, la publication SR, je pense que tout ça, ça va être la suite logique de toute façon, mais il faut que ça vienne d'en haut, en tout cas, pour cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le sentez que ça a permis à Vitality d'arriver dans une nouvelle sphère? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus solide? Est-ce que vous... Alors, oui, sans équivoque, sans aucun doute. Et c'était notre plan, hein. Voilà, on s'est dit on investit là, mais on va avoir une beaucoup plus grosse visibilité, etc. Ça, c'était la théorie. Et ça s'est vérifié immédiatement. Et on ne parle plus de la même façon. Et on vient beaucoup plus sonner à notre porte. Et ça, c'est toujours un truc qui est flatteur et marrant. Quand tu as commencé, c'est toi qui allais toquer chez tout le monde pour dire les gars, sponsorisez-moi, j'existe. Et qu'après, c'est les sponsors qui viennent te voir et que c'est toi qui fais le tri. Ça fait plaisir. Et ça, c'est vraiment l'effet League of Legends. Pour le coup, il a été immédiat là-dessus. Voilà, on est beaucoup plus considéré, on est vu comme beaucoup plus important, on a des demandes de médias beaucoup plus importantes en Europe aussi, parce que là, actuellement, c'était plutôt franco-français, justement. Et voilà, oui, c'est une autre dimension, quoi. C'était ce qu'on prévoyait et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on constatait. Parce que c'est le travail de Riot, quoi. C'est le travail que Riot a énormément investi sur l'e-sport, et aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi que quand tu arrives dans ce cercle, dans ce milieu-là, tu bénéficies tout de suite de la puissance, finalement, de ce qu'ils ont construit et bâti. Après, voilà, on savait que ça allait être un super boost. Maintenant, on a beaucoup plus de pression aussi,
Et voilà, moi aujourd'hui, j'ai besoin de travailler 4 ou 5 fois plus pour l'équipe qu'auparavant. Et j'ai l'impression que voilà, aujourd'hui, on peut plus avoir cette étiquette, quoi. J'espère qu'on la conservera malgré tout, mais on perd un petit peu notre étiquette d'équipe de potes Call of Duty et on devient vraiment un acteur important de la scène européenne. C'est super flatteur, c'est super plaisant pour notre travail. Et je veux pas que le fait qu'on grossisse change fondamentalement ce qu'on est en fait. Et ça, c'est super important pour moi. On a juste un mot d'ordre, on a beaucoup de taf et beaucoup de choses à faire et à prouver encore. Et on n'est pas près d'arriver. On n'est pas arrivé du tout, Ouais. ça c'est très clair. En termes de réseaux sociaux, est-ce que sur les marques Vitality, ça a eu un effet net, l'entrée en League of Legends? Est-ce que vous l'avez mesuré? Normalement, Vitality, ça avait déjà une grosse communauté de base. Est-ce que vous avez senti... À l'annonce, oui. À l'annonce, oui. On a eu un petit pic assez intéressant, genre 3 ou 4 000 personnes, ce qui est atypique, je veux dire, en termes de pic, quoi. Je veux dire, en une soirée, tu prends pas 3000 followers, quoi. Donc ça a vraiment fait du bien aussi, parce qu'on est allé chercher aussi une scène League of Legends française qui nous connaissait à travers des articles sur des sites ou autres, et d'un coup, on est arrivé en plus avec des beaux ambassadeurs comme Sean Cabochard, etc. Donc ça a permis aussi de fédérer toute la communauté un petit peu francophone League of Legends à Vitality et de pouvoir s'identifier à nous, parce que c'était important aussi pour nous que, en allant dans cette ligue, on conserve un peu une identité française et que les Français se sentent pas largués en voyant du Vitality. S'il y avait 5 étrangers, ça ne nous ressemblait pas, parce que voilà, à la base on est une équipe française, donc nous c'était important qu'on conserve Sean, qu'on conserve Cabo, etc. Parce que non seulement ils sont très bons et ils excellent dans leur domaine, et en plus de ça, ils sont français, donc ça aide aussi vachement à l'amour de la marque, à l'amour de l'équipe, etc. Ça a eu un gros effet positif au début. Maintenant, on est à peu près sur les chiffres qu'on faisait avant. On est toujours à peu près, je sais pas, on doit être à 700, entre 700 et 1000 followers par semaine, ce qui est quand même assez impressionnant. On est là-dessus, on est super, sur Twitter du moins, parce que c'est vrai que par exemple sur Facebook, on est vraiment à la ramasse. Sur Twitter, on a la chance d'avoir cette proximité, d'avoir un petit peu ce côté sympathique, et surtout ce que j'essaie de faire, c'est qu'on reste accessible, c'est-à-dire que voilà, genre, si on nous mentionne, à part après un résultat où tu as d'un coup 100 000 mentions, tu peux répondre à personne, mais la plupart du temps, quand on nous pose des questions, etc., on prend le temps et on le fait avec plaisir de répondre à des fans. Moi, je sais que à chaque fois que je vois un message positif ou que je vois des visages réguliers des noms, etc., j'essaie d'en suivre un maximum. Pas parce que je veux les flatter, mais parce qu'en fait, ces gens-là me font du bien, quoi. C'est parce qu'ils aiment l'équipe, etc., et que j'adore que des personnes s'identifient à ce qu'on a créé. Donc du coup, ça, c'est super important aussi. Et justement, enfin, on sait que ce côté réseaux sociaux, médias sociaux a une importance dans la stratégie des équipes. Est-ce que vous fixez des objectifs, justement, parce que aujourd'hui c'est vendeur? On n'a jamais fonctionné comme ça. Alors, c'est terrible. Et ce que tu dis là est intéressant parce que, et ça revient sur une des discussions précédentes, là l'enjeu ça va vraiment être de trouver un équilibre, donc de se développer, de grandir, de devenir une marque forte, mais tout en gardant notre esprit de base, donc de pote comme tu disais, ou de bosser de manière très flexible, etc. Et faut pas qu'on se transforme du jour au lendemain. Voilà, si on va commencer à dire il faut que tu fasses plus tant de pourcents sur tes followers, tout, c'est pas notre identité, c'est pas la relation qu'on veut avoir avec nos joueurs ou avec les personnes avec qui on travaille. Donc vraiment, un des gros enjeux, c'est l'équilibre entre devenir une grosse structure, en tout cas c'est l'objectif, et garder vraiment notre façon de faire et ce qu'on est, quoi. Et voilà. C'est important, qu'on ait cette proximité avec l'audience, parce que c'est celle qui nous fait vivre, c'est celle qui fait que l'e-sport aujourd'hui est d'un des pays majeurs de l'e-sport mondial, et qu'on a sûrement les plus beaux supporters et les plus belles fanbases. Et voilà, et je le vois à chaque fois qu'on fait notre WST sur Call of Duty, cette communion avec le public, cet amour qu'on a, etc. Et moi, on vit pour ça, on vit pour des instants qui sont écrire l'histoire de notre sport avec un grand H, c'est-à-dire l'amener dans un statut de professionnel, l'amener dans le développement d'un professionnalisme, mais on vit aussi pour vivre des histoires humaines, des histoires de réussite. Et les réussites, c'est comment une équipe de petits Français peut peut-être aller un jour sur la scène de l'SWC et gagner un titre mondial. Et ça, c'est une histoire qui me tient à cœur et qu'on aimerait développer. Et je pense que voilà, aujourd'hui, si on doit retenir quelque chose de Vitality, et si on doit à tout jamais retenir quelque chose de Vitality, c'est on veut être l'équipe de potes tout le temps, tout le temps,
qui performe et qui va au plus haut niveau. Il se passe beaucoup de choses en France en ce moment. L'État a pris à bras le corps cette idée de pouvoir encadrer le sport électronique. Ils organisent des consultations. Alors, deux questions. Est-ce que déjà vous avez été consulté? Et est-ce que vous avez pu formuler des propositions? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer, que ce soit dans la relation avec les joueurs ou pour vous en tant que petite entreprise? Alors, oui, on a été consulté. Je pense qu'ils ont consulté un peu toutes les personnes importantes, donc, que ce soit les équipes, les organisateurs ou peut-être les marques qui sont investies là-dedans. Et en tout cas, déjà, ça c'est hyper positif. Que l'État légifère et s'intéresse au sujet, c'est tout à fait souhaitable d'abord, important. Et je pense que pour l'instant, ils le font bien. En tout cas, ils ont la bonne démarche puisqu'ils vont voir, ils s'intéressent aux gens qui sont déjà là-dedans, qui ont le nez dans ces problématiques-là. Pour nous, l'un des points importants, ça va être le statut du joueur professionnel. Aujourd'hui, il y a un flou juridique et fiscal là-dessus qui est ennuyeux, on va dire, pour toutes les entreprises comme nous. Je pense qu'on trouve tous plus ou moins les mêmes solutions, mais c'est fiscalement ou légalement pas très satisfaisant, pas très rassurant, pas très pérenne. Donc on attend tous un statut de joueur pro qui, à notre sens, devrait être calqué sur le statut du sportif professionnel, avec les spécificités du jeu vidéo, par exemple le volume d'entraînement qu'il va falloir encadrer, qui peut être une difficulté avec la loi française par rapport au temps de travail, etc. Donc il y a des choses à bien réfléchir, mais en tout cas, ça doit être ni plus ni moins que la même chose qu'un statut de joueur pro. Et quand on aura ça, et à terme, l'idée serait vraiment que les structures comme nous puissent prendre leurs joueurs comme salariés de la structure, comme ça se fait dans le sport en fait. Un joueur de foot, il va signer un CDD de 3 ans ou un CDD d'1 an avec des clauses de sortie, etc. Et ça va vachement structurer l'e-sport et je pense que c'est ce qui va arriver en Europe. C'est la suite logique et c'est ce qu'on attend en tout cas. Aujourd'hui, vos joueurs sont peut-être sous le statut d'auto-entrepreneur, c'est ça? Bah, on est tous en gros plus ou moins obligés de faire fonctionner ainsi. Ouais. C'est un contrat qui est au final assez précaire et qui peut créer pas mal d'instabilité. Call of Duty, par exemple, c'est des allers-retours entre les joueurs toutes les 2 ou 3 semaines. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait aider à stabiliser la scène? Bah ça c'est un des points soulevés. C'est moi, voilà, c'est comme d'habitude. Ce qui m'a intéressé dans la discussion, c'était 2 points. C'était la sécurité de pouvoir employer des joueurs. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'adorerais proposer un contrat à un Gotaga, proposer un contrat à un Broken, à des ambassadeurs de Vitality qui sont des fidèles de la première, etc. Ça nous protégerait aussi d'une certaine façon. Et c'est vrai que voilà, ça a été important. Et après, moi, sur ce que j'ai mis en avant aussi, c'est que voilà, c'était un autre débat. C'est le mythe de la fédération ou quelque chose qui est à peu près similaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin quand justement il n'y a pas d'éditeur aussi puissant que Riot qui justement encadre les périodes de mercato, qu'on arrête en France de vivre des mercatos permanents, quoi, parce que c'est usant, parce que c'est pas bon pour le développement, pour les marques qui viennent soutenir une équipe, qui vont investir tant parce qu'il y a tel joueur et que le joueur va se retrouver chez le concurrent une semaine après, puis il va revenir et puis il va repartir. Et du coup, je pense que les fans s'y perdent, les structures, clairement ça nous saoule, et les marques se disent ok, mais dans ce cas-là, nous c'était pas prévu dans le deal, donc c'est super précaire aussi pour les structures, le fait que ces allers-retours, cette instabilité des joueurs, parce qu'il y a de plus en plus d'argent qui gravite par-ci par-là, fait qu'aujourd'hui c'est super précaire pour nous. Donc sur les points que j'ai vraiment insisté, c'est la protection du joueur, le statut et la volonté aussi des équipes de pouvoir être un vrai club à part entière, et cette possibilité aussi qu'un jour on puisse être en mesure de gérer les transferts convenablement, quoi, parce que ça c'est quelque chose qui t'affecte vraiment. Quand tu t'achètes un joueur, quand tu prends un joueur tout petit, que tu l'amènes au plus haut niveau, qui se développe en même temps que le truc, et que tu le vois partir, et que la plupart du temps, ça se finit généralement mal, parce que c'est des histoires d'amour, hein, entre guillemets. Hein. C'est super, c'est super triste, quoi. Tu vois, moi, ça m'affecte beaucoup. Très bien. Merci messieurs. Avec grand plaisir.